Hey, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Élodie. Ça va? Je vais très bien, merci. Je suis contente de t'avoir avec nous sur le plateau de Masterclass. Ouais, moi également, je suis content d'être là. Bon, merci. Eh bien, est-ce que tu peux te présenter, ton parcours un peu professionnel? On a envie de savoir. D'accord, je m'appelle Jean-Philippe, 40 ans. Je travaille dans les assurances depuis environ une 13aine d'années, depuis 13 ans environ. Ouais. J'ai travaillé dans plusieurs grands groupes d'assurance, notamment des grands groupes internationaux. Et j'ai eu l'opportunité de faire du management, non seulement d'une petite équipe, mais aussi du management de projets, de gros projets qu'on avait dans le groupe. Voilà. Ok, d'accord, c'est très intéressant. Et donc aujourd'hui, tu nous parles du management. Tout à fait. Pour toi, qu'est-ce que c'est que le management? Est-ce que tu peux nous donner une définition déjà pour commencer? Pour moi, c'est quelque chose d'assez simple. C'est savoir gérer les individus qui constituent une équipe afin d'atteindre un but qui a été fixé. Donc en fait, c'est pas être chef. Hein, parce que là, tu as dit, c'est gérer des gens finalement. Non, c'est pas être chef parce que, contrairement à ce que certains pensent, être manager, c'est être chef. Non, il faut pouvoir travailler avec les gens. Il faut savoir fixer des objectifs bien clairs, bien précis. Et il faut surtout considérer l'individu, avoir une certaine forme d'empathie. C'est pas que être chef. Forcément, le manager peut être chef, mais c'est d'abord travailler avec les autres de façon efficace. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà un peu ce que la Bible dit à propos du management? Parce que moi, je suis sûre qu'il y a de grands exemples de managers dans la Bible. Et quand on préparait l'émission, on discutait un peu tous les deux et on parlait de Moïse. Et je t'ai dit, bah, Moïse, il avait une sacrée équipe, une sacrée team à diriger. Mais finalement, il a éprouvé des difficultés, Moïse, à manager. Justement, Moïse, quand on en discutait, je te disais, ce n'est pas forcément le meilleur exemple de management qu'on peut avoir, même si c'est un exemple biblique. Parce que Moïse, il avait une charge de travail qui était trop importante, il gérait tout. Donc c'était un peu comme le manager omniprésent, qui doit être partout, qui doit décider sur tout ce qui se passe. Il n'a pas su déléguer. Il n'a pas su déléguer, et forcément, ça, ce n'est pas un management efficace parce que ça épuise, ça fatigue. Et nous sommes des êtres humains, on a tous 24 heures par jour, donc il faut pouvoir gérer le temps qu'on a. Tu nous avais préparé 3 points concernant voilà, le management, c'est-à-dire comment faire, qu'est-ce qui est important. Donc, c'était quoi les 3 points? Les 3 points, le premier, c'est savoir se fixer de bons objectifs. Savoir fixer des objectifs. Le deuxième, c'est considérer les individus. Parce que c'est important de réaliser qu'en fait, les êtres humains, les gens, passent une grande partie de leur temps au travail. Moi, en fait, de lundi à vendredi, je passe plus de temps avec mes collègues, avec mon chef, qu'avec ma famille. Parce que je bosse entre 8 et 10 heures et à la maison, je suis là, j'ai 4 heures d'activité avec eux. Donc forcément, c'est important de considérer les gens, de considérer leurs contraintes, leurs difficultés éventuelles, leurs appétences et les choses qu'ils aiment faire. Et le troisième point, c'est apprendre à travailler en équipe. D'accord. Donc, quand tu parles du premier point, donc c'était fixer des objectifs, le manager, lui, un manager, par exemple, qui arrive dans une équipe, qui prend la gestion d'une équipe et qui ne fixe pas d'objectifs, il ne peut pas du tout réussir, selon toi? Pour moi, il ne va pas réussir. Parce que c'est vraiment le point qui est essentiel pour pouvoir en parler plus concrètement. En 1981, il y a un homme qui s'appelle Georges Doran qui a fait quelque chose d'extraordinaire parce qu'il a défini ce que c'était qu'un bon objectif. Et il a défini en 5 points principaux. Il a dit un bon objectif doit être SMART. Smart. Smart, désolé pour l'accent. Et justement, si on en parle, objectif SMART, SMART, c'est intelligent en français, d'un objectif qui doit être intelligent. Mais il a défini chaque lettre du mot SMART par rapport à ce qu'on doit vraiment pouvoir faire. Dans le S, par exemple, c'est pour spécifique. D'un bon objectif doit être spécifique. Le M, c'est pour mesurable. Le A pour atteignable. R pour réaliste. Et T, temporel. Et moi, c'est quelque chose que j'utilise même dans ma vie personnelle. Quand j'ai un projet, quand j'ai un objectif à atteindre, je le fixe de la façon SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, tu me disais, par exemple, un manager qui ne fixe pas d'objectif, si ce n'est pas spécifique, les équipes ne sauront pas dans quel sens aller. Tout à fait. Par exemple, un manager de construction qui vient dire, on va construire un bâtiment, c'est très bien, mais un bâtiment de combien d'étages, qu'est-ce qu'on fait, on veut combien d'appartements, il faut que ça ait quelle forme circulaire, etc. Donc, quand tu dis spécifique, c'est être précis. Être précis, être très précis. Moi, quand je t'entends, je me dis,
il y a beaucoup de gens en fait qui sont mis, par exemple, je donne l'exemple dans les églises, il y a donc des départements, des services où des gens n'ont pas eu l'expérience d'être manager dans leur vie professionnelle et le sont dans leur service pour Dieu. Oui. Ce qui est une bonne chose parce que je pense que Dieu nous étire aussi dans nos capacités, dans nos compétences, dans notre potentiel. Mais finalement, parfois, ils n'ont pas les outils. On voit souvent des gens qui se découragent, qui sont un peu en perte de vitesse, etc. Et parfois, c'est que l'objectif n'est pas clair ou que la direction n'est pas claire. Il y a aussi, parce que je l'expérimente aussi dans mon travail, c'est-à-dire s'assurer que la personne a compris la consigne que tu donnes. Alors, tu donnes une consigne, tout le monde te dit oui, ok. Mais quand tu demandes à la personne de répéter, finalement, tu te rends compte qu'elle n'a pas compris. Le travail n'a pas été fait correctement. Et le, entre guillemets, mauvais manager va blâmer en fait son collaborateur en disant « mais c'est pas ce que je t'avais demandé ». Mais le manager doit vérifier que sa consigne a été comprise. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben, absolument d'accord, c'est vraiment important. D'où le point spécifique qu'il faut bien spécifier. Ouais. On fait un jeu de mots. On spécifie. Il faut être très très clair sur l'objectif qui est atteint parce que ça permet aux collaborateurs de travailler avec un objectif en tête et de rester motivé. Et ça ne suffit pas parce qu'on peut avoir un objectif bien spécifique, mais il faut que ce soit mesurable. Donc, on ait des métriques, qu'on ait des choses qui nous permettent d'évaluer si l'objectif qu'on veut atteindre a été atteint ou si on est en bonne voie. Une fois que c'est mesurable, il faut que ce soit atteignable, il faut être réaliste. Il y a des objectifs qui sont carrément irréalisables. Irréalisables. Donc, et quand c'est comme ça, on met son équipe en échec. On met son équipe en échec. Et même sur des points de vue tout à fait personnels, on peut se mettre en échec. Je vais donner un exemple simple. J'ai une amie qui, à chaque début d'année, me dit « je vais perdre du poids cette année ». Et chaque fois qu'elle me dit ça, je me dis finalement, elle ne va pas réussir parce qu'elle n'a pas défini son étude de façon smart. Si elle m'avait dit « je vais perdre 10 kilos », comment je vais le mesurer? Je vais monter sur ma balance. Est-ce que c'est atteignable? Oui, parce que je vais arrêter de manger des sucreries, arrêter de manger certaines choses. Est-ce que c'est réaliste? Oui. Est-ce que c'est temporel? Je vais perdre 10 kilos en 6 mois. Ça, c'est un bon objectif. Donc, il faut vraiment avoir toutes ces dimensions pour pouvoir amener l'équipe quelque part, dans spécifique, mesurable, atteignable, réaliste. Il faut être réaliste. Et ça, c'est un point important pour les managers parce que fixer des objectifs irréalistes trop hauts par rapport à ce que l'équipe peut fournir comme rendement, ça va juste les décourager. Il faut qu'on soit temporel. Donc, on se donne une limite de temps dans laquelle on veut le réaliser. Quand tu disais ça, il y a une pensée qui m'est venue. Finalement, j'ai envie de te dire, le plus grand manager, c'est Dieu. Forcément. Et je pense à lui, justement, quand il envoie Moïse ou Gédéon prendre des missions qui les dépassent. Mais le manager, il voit aussi, il est capable de voir et de discerner le potentiel qu'il y a dans la personne qu'il gère au quotidien. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait. Et du coup, ça appelle quand même à avoir confiance et puis à avoir cet esprit de discernement finalement pour être capable de voir. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « moi je suis timide, je ne veux pas le faire » ou j'ai peur, je ne me sens pas capable. Mais toi, tu sais que la personne elle a ce don, qu'elle a ce talent, qu'elle a cette possibilité. Comment le manager il doit exprimer ça? Comment il doit se lancer là-dedans? Comment il doit se lancer là-dedans? En fait, pour moi, le management, c'est aussi de développer des compétences des gens avec qui on travaille, des collaborateurs. Waouh, c'est important. Il faut pouvoir les amener quelque part, donc d'un point A à un point B. Est-ce qu'on pourrait dire du coup un mauvais manager, avec un mauvais manager, les collaborateurs n'évoluent pas? Ils n'évoluent pas. Ils n'évoluent pas vraiment, ils stagnent. Et puis après, il y a des gens que ça arrange de ne pas évoluer. Mais il y a des gens qui... Il y a toutes sortes de profils, on est d'accord. Qui ont envie d'aller de l'avant. Donc en fait, le management, c'est en ça que c'est quelque chose qui est un art, comme certains le disent. C'est un art. Il faut pouvoir identifier quelles sont potentiellement les capacités que nos collaborateurs ont pour pouvoir les amener à travailler dessus. Et s'il y a des zones de faiblesse, on les amène aussi à se développer sur ces zones de faiblesse-là. J'ai eu cette occasion dans mon travail avec un jeune que j'ai recruté en CDD à l'époque et il ne connaissait absolument rien de mon métier. Il n'avait aucune connaissance. Il est parti de zéro, mais il avait une tête très bien faite. Et quand je l'ai eu en entretien, c'était un ancien joueur de tennis professionnel. Après, il avait mal au dos, donc il ne pouvait plus continuer. Et il s'est rabattu dans l'assurance. Et j'ai aimé sa mentalité, j'ai aimé son mindset. Il avait un bon état d'esprit, un tennisman, un fighter, un combattant. Il avait une mentalité de sportif. Et ça me plaisait vraiment. Et du coup, j'ai fait un contrat avec lui en disant, écoute, ce que j'ai envie que tu fasses, tu ne peux pas le faire dans l'état actuel des choses. Tout ce que je te demande, c'est
écoute-moi, je vais te donner des bons conseils, fais ce que je te dis. Et pose-moi autant de questions que tu veux. Et après quelques temps de stage, après 6 mois, eh bien, il était au top. Wow. Il était au top. Donc tu es un bon manager. D'après ce qu'il dit, oui. Ok, mais c'est bien, tu peux être fier de toi quand même. Après toutes ces années d'expérience, j'aimerais bien qu'on revienne sur les points précédents dont tu parlais. Donc là, on a beaucoup parlé de la fixation d'objectifs. Ton deuxième point, c'était quoi déjà? Mon deuxième point, c'était de considérer les individus. Considérer les individus. Il faut vraiment considérer les individus et il faut avoir une forme d'empathie. L'empathie, c'est vraiment important parce que, en fait, l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Il y a beaucoup de managers aujourd'hui qui ne sont pas empathiques du tout. Ils sont autoritaires, ils ont un but à atteindre, un objectif. Ils viennent avec leur casquette, leur cravate de manager en disant « on doit faire ça, on doit faire de cette façon ». Et puis ils viennent avec des périodes relativement données pour voir si ça a été fait ou pas. Et en cas de retard, il y a de l'humain derrière. Et c'est vraiment important de considérer l'humain dans tout ce qu'on fait. Les gens avec qui on travaille, ils ont une histoire. Bien sûr. Il faut les valoriser. Ils ont des contraintes personnelles. Il y a des choses qu'ils vivent dans leur vie personnelle. Il y a des choses, des challenges qu'ils ont et ils ramènent tout ça au travail. On dit souvent, quand on vient travailler, il faut accrocher ses problèmes au porte-manteau. Toi, tu crois à ça? Je pense qu'il ne faut pas exposer tous ces problèmes au travail, ça c'est sûr. Il faut quand même avoir une certaine part de vie privée. Il faut avoir une bonne dichotomie entre nos deux vies. Mais on ne peut pas non plus être des robots où on accroche tous les problèmes au porte-manteau et puis on vient faire comme si tout allait bien. Si ça ne va pas à la maison, ça n'ira pas au travail. Bien sûr. Là, on parle vraiment du manager qui donc est tourné vers les autres, qui est tourné vers ses collaborateurs. Mais le manager aussi, il a une réalité de terrain. Absolument. Il doit rendre des comptes. Il a souvent beaucoup de pression. Il a lui-même aussi des objectifs à atteindre. Donc, du coup, ça découle aussi sur son équipe. Est-ce que tu pourrais me donner des qualités, en fait, les qualités que doit avoir un manager? Tu as mis un très bon point. Tu as parlé de la pression. Et ça, c'est forcément tous les managers l'ont. Et pour moi, un bon manager, c'est aussi un manager qui sait absorber la pression, qui sait amortir le choc, et pour ne pas tout rebalancer, déverser sur ses équipes. Donc voilà, on a forcément la pression. Moi, dans les projets que j'ai eu à manager, j'ai managé certains projets où on travaillait à 15. Je travaillais avec 15 personnes de 15 pays en Europe. Donc, c'est des différentes mentalités. Des Italiens qui sont souvent en retard aux réunions, des Allemands qui sont toujours ponctuels, toujours à l'heure, des Français qui sont comme ils sont. Et il fallait trouver un bon équilibre, savoir faire avancer tout le monde. Et avec mon chef derrière qui mettait la pression pour que le projet soit délivré en temps et en heure. Donc forcément, qu'est-ce que j'allais faire? Je n'allais pas venir crier sur les gens, non, surtout pas. Il faut essayer de comprendre ce qu'ils vivent, comprendre ce qu'ils sont, comprendre quelles sont leurs contraintes et les aider à les surmonter. Et je crois que c'est là, justement, qu'il faut être en capacité de manifester les fruits de l'esprit. Absolument, absolument. C'est la base. Je crois que si tu n'es pas patient, si tu ne sais pas te maîtriser tes émotions. D'ailleurs, on aura une session aussi de masterclass où on parlera de l'intelligence émotionnelle, de la gestion des émotions. Ça me semble quand même important et essentiel de savoir gérer ses émotions, gérer la pression, gérer le stress quand on est manager. Parce qu'effectivement, on ne peut pas s'étaler, s'écrouler, s'énerver. Bon, je pense que ce sont des choses qui arrivent, mais il faut pouvoir retrouver ses sens et se calmer et voilà, pour entraîner tout le monde avec soi, vraiment. Absolument. Ouais. Donc, important de gérer ses émotions quand on est manager. Important de gérer ses émotions, important de connaître les gens avec qui on travaille. Je vais te donner un exemple très simple. C'était au début de ma carrière en 2006. J'avais une collaboratrice qui était d'origine d'un pays d'Amérique latine, donc c'est des mentalités assez... voilà, ils y vont, quand ils ont quelque chose à dire, ils le disent. Et je l'ai beaucoup observé. Elle avait des cheveux relativement courts et souvent quand elle travaillait, ses cheveux lui venaient sur le visage. Donc, ce que j'ai remarqué après un certain temps, c'est que quand elle était énervée, quand elle n'était pas de bonne humeur, elle attachait ses cheveux. Tu rigoles, mais c'est vrai. C'était le signe. Elle attachait ses cheveux parce que quand elle était de bonne humeur, les cheveux sur le visage qui lui revenaient tout le temps, ça ne dérangeait pas vraiment de faire ce geste et les ramener à l'arrière, de le faire 100 fois par jour, ce n'était pas un problème. Et quand je venais la voir et que je voyais qu'elle avait les cheveux attachés, je me disais, oulala, ce n'est pas le bon moment de lui parler de tel projet qui a encore... dû mettre encore plus de pression. Donc, je différais les réunions qu'on avait. Je disais, écoute Nathalie, on va parler dans 1 heure, dans 2 heures. C'est incroyable ce que tu dis, parce que finalement, tu t'adaptes. En fait, le manager, il dirige les gens d'un point
A vers un point B. Il y a toute cette idée qu'on fait progresser les gens, mais aussi qu'on va vers l'atteinte de l'objectif, mais aussi qu'on doit faire attention, observer, avoir le sens de l'observation et savoir quand c'est le bon moment de faire telle ou telle chose. Et c'est vrai que des fois, il y a des managers, sous prétexte que le titre est là, et ils balancent tout, tous les objectifs à tous les moments, les coups de fil, les textos à des heures, des fois qui sont pas appropriés parce qu'il y a quelque chose à faire, etc. Et il faut respecter, en fait, c'est ce que tu es en train de dire, en fait, la personnalité aussi de la personne. C'est vraiment important. Et c'est vrai que parfois aussi, pour les gens qui sont dans les églises, on est confronté. Alors, il y a les gens qui connaissent le management dans la sphère professionnelle. Et parfois, quand on arrive à l'église, on est avec des gens qui ne connaissent pas le management dans la sphère professionnelle et qui font comme ils peuvent. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil pour essayer de glisser vers ce management qui est finalement un management bienveillant? Mais ce que je dis, c'est la Bible. Dieu nous demande d'être bienveillants les uns envers les autres. Donc, il n'y a pas de secret, hein. Donc, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Je pense que tu as répondu à ta question. Tu as parlé de bienveillance et pour moi, c'est essentiel. Et juste pour faire un parallèle, une comparaison entre le management professionnel et celui à l'église, quand on manage des gens dans une entreprise, ils sont payés pour faire leur job. Ils sont payés pour faire leur job. Donc, voilà, quelque part, ils sont un peu, entre guillemets, contraints de le faire. Et puis redevables, parce qu'il y a une obligation de résultat. C'est ça. Ils signent un contrat de travail qui dit, voilà, on vous embauche pour faire telle chose. Et en contrepartie de ce travail, on vous donne telle rémunération, etc. Donc, c'est bien. Dans l'église, c'est un peu différent parce qu'on travaille avec beaucoup de gens qui viennent de façon bénévole, qui s'engagent à faire quelque chose parce qu'ils ont des convictions, parce qu'ils savent que c'est important, parce qu'ils y croient. Et la vraie question, c'est comment on gère les frustrations, comment on gère les déceptions. Là, on a vraiment besoin de Saint-Esprit, je crois. C'est beaucoup plus difficile, d'où le fait d'être un manager d'église bienveillant. Il ne faut pas oublier qu'en fait, l'humain est au cœur de tout ce qu'on fait. Bien sûr. L'humain est au cœur de tout ce qu'on fait. Et en parlant de l'humain, justement, il y a un exemple de la Bible que j'ai lu récemment qui m'a vraiment interpellé. C'est dans Genèse 14, où il y a le roi de Sodome qui va voir Abraham après la victoire sur Kedorlaomer. Et il va voir Abraham à l'époque s'appelait, pour faire un deal avec lui. Il dit à Abraham, prends pour toi les richesses et donne-moi les hommes. Et quand j'ai lu ce passage dans Genèse 14, 21, je me suis dit, c'est vraiment quelqu'un d'intelligent. C'était sûrement un bon manager parce qu'il avait compris que les hommes valaient plus que les richesses, que les hommes valaient plus que l'objectif qu'on doit atteindre. Et si on perd ça de vue, que l'humain doit être au cœur de tout ce qu'on veut faire, on sera forcément un mauvais manager, on va avoir des gens qui seront vraiment frustrés. Ouais. Et c'est vrai que c'est bien d'entendre ça. Moi aussi, ça me parle aussi. Parce que dans l'église, c'est toujours un peu plus, je le dis souvent en anglais, c'est toujours un peu plus touchy, c'est toujours un peu plus sensible. Absolument. On gère des âmes et en fait, on a besoin que les gens soient bien pour venir servir. On nous prêche la parole, on nous demande de travailler sur nos caractères. Le manager, il doit travailler sur son caractère. Et je pense que c'est aussi une onction, tu vois, qui coule en fait sur l'équipe que tu gères. Donc, si toi, tu travailles ton caractère en tant que manager, il y a de grandes chances pour que tu influences ton équipe dans ce sens, tu vois. Absolument. Ouais. Et ton troisième point, du coup, c'était quoi? Mon troisième point, c'est travailler en équipe. On en a un peu parlé. Travailler en équipe, ouais. Et quand je parle de travailler en équipe, ce qui m'intéresse dans ce concept, souvent, je mets sur mon CV, quand je postule à certains jobs, je mets souvent sur mon CV 1 + 1 égale team. Wow. 1 + 1 égale team. Donc, 1 + 1, c'est égal équipe. Et il faut toujours avoir en tête cette notion d'équipe. Parce que lorsqu'on travaille de façon individuelle, lorsqu'on pense qu'à soi, c'est aussi un des meilleurs moyens de manquer la cible collective. Et j'aime beaucoup la notion de team parce que, encore les Anglais, encore une fois, ils ont défini team de cette façon. Chaque lettre du mot team veut dire quelque chose. Le T, c'est pour together. Le E, c'est pour everyone. Le A, c'est pour achieve. Le M, c'est pour moi. Donc, ça veut dire qu'ensemble, on accomplit plus. Il faut vraiment garder ça à l'esprit, travailler en équipe, avoir une cohésion d'équipe, former une vraie équipe. Et j'aime aussi beaucoup ce proverbe africain qui dit que seul, on va plus vite. Et ça, c'est vrai. Moi, il y a des tâches que je fais seul parce que je me dis, j'irai 10 fois plus vite. Il y a une urgence, donc je veux le faire seul. Mais il dit aussi, ensemble, on va plus loin.
Yes. Donc ça, c'est important d'avoir Yes. cette notion à l'esprit. Et quand on parle d'équipe, tout à l'heure, je t'en parlais un peu, il y a un truc qui m'interpelle. Même Jésus parlait de la notion d'équipe. Il envoyait ses disciples 2 par 2. D'ailleurs, c'est très stratégique. Il a commencé avec un petit groupe. Tout à fait. Un petit groupe de 12 qu'il envoie 2 par 2. Et la question que je t'ai posée, tu n'as pas répondu. Qui était dans l'équipe avec Judas? Vraiment? Qui était vraiment en binôme avec Judas? Qui était en binôme avec Judas. Donc, ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on travaille en équipe, lorsqu'on fait des équipes, il faut aussi avoir une forme d'intelligence pour mettre les gens qui sont bien ensemble, qui peuvent être force efficaces et faiblesse, se compléter. Se compléter. Si on met tous les forts d'un côté et tous les autres d'un côté, ça va faire une équipe très déséquilibrée, ça va être compliqué. C'est vrai ce que tu dis parce que c'est comme ça qu'on progresse. Parce que si tu mets les moins bons ou les moins rapides ensemble et les plus rapides ensemble, et ben du coup il y a un écart qui se creuse et du coup on peut aussi par ça, par ce comportement, par ces choix managériels, créer de la frustration, etc. Absolument. Donc c'est important. Ouais. Quand on parlait, je me disais aussi que finalement, quelque part, Dieu nous appelle tous à être managers. Oui. Parce que quand on est en famille, quand on est marié, quand on a des enfants, et ou quand on est grand-père ou grand-mère, on a toute une équipe à gérer. Absolument. Et est-ce que ce n'est pas du management, par exemple, d'être père de famille, d'être mari? C'est du management et c'est peut-être même le management qui est le plus difficile. N'est-ce pas? Parce qu'il y a une dimension affective qui est omniprésente. On n'a pas parlé de l'affect, on en parle absolument. Au travail, on n'a pas forcément le même affect. Moi, avec mes collègues, je les aime beaucoup, mais je ne les aime pas comme mes enfants. Ça, il faut être clair, il faut être honnête. Oui. Avec nos familles, nos enfants, c'est quelque chose de différent parce qu'il y a vraiment de l'affect, il y a une affection, il y a un amour qui est là. Et comment ça se passe quand on veut faire un reproche? Comment ça se passe quand on veut dire des choses qui peut-être ne plaisent pas à l'autre? Comment on fait? Quand il faut corriger, redresser. Donc, ça fait appel à d'autres qualités. Et justement, c'est là où il faut vraiment avoir le fruit de l'esprit pleinement manifesté pour faire les choses de la bonne façon. Donc, donne un conseil à tous ces hommes qui sont pères de famille, qui sont chefs, ou à toutes ces mamans qui sont là à devoir driver. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour donner un conseil à ce niveau parce que c'est ma femme qui fait le gros travail. Donc, vous êtes une équipe. On est une équipe, on est une équipe. Chacun. C'est ta force à elle. Exactement. Et comme je dis souvent, dans une équipe, en fait, c'est comme une équipe de foot. Il faut comprendre que peu importe le joueur qui marque, le plus important, c'est que l'équipe gagne. Il y a des joueurs qui marqueront jamais le goal. Il y a des goals qui ne vont jamais marquer de toute leur carrière. Il peut faire 20 ans de goalkeeping, il ne va jamais marquer. Mais ce n'est pas sa fonction. C'est pas sa fonction, justement. Et quand l'attaquant marque, il se revient avec les autres, il saute avec les autres. Et tout le monde est content. Donc, peu importe le joueur qui marque, le plus important, c'est que l'équipe gagne. C'est vrai. Et en termes d'équipe, en termes de famille, management familial, il y a des domaines dans lesquels une des personnes sera très forte et l'autre un peu moins, et inversement. Il faut juste que chacun réussisse à trouver les domaines dans lesquels il est le plus compétent et il développe ces domaines, il exerce ces domaines et puis éventuellement, il essaie aussi de transmettre cette compétence à l'autre. Donc, ça veut dire que le manager, parce que là, du coup, je fais un parallèle et je reviens à la vie professionnelle, il doit quand même être en capacité de savoir mettre ses collaborateurs à la bonne place. Ah oui, ah oui, ah oui. Si tu n'es pas à la bonne place, qu'est-ce qui se passe? Tu ne fais pas le job, tu n'atteins pas les objectifs. Ça, c'est un excellent point et c'est un peu ce qu'on appelle en anglais le staffing. Le staffing, c'est la gestion du staff. Donc, c'est mettre les gens au bon endroit. On peut avoir des gens absolument brillants, brillantissimes dans le monde professionnel, mais si on leur confie la mauvaise tâche à faire, ils le feront de la mauvaise façon. Un exemple très clair, un exemple personnel, quand j'ai commencé ma carrière, je détestais la rédaction des rapports. Et j'étais dans une équipe où pendant 3 mois de l'année, on devait rédiger des rapports de 100 pages en anglais. Wow. Et ma responsable de l'époque, elle a tout fait pour essayer de m'apprendre à rédiger un rapport, mais moi, je n'aimais juste pas faire la rédaction de rapport. Ça ne rentrait pas. Je suis sûre que ça parle à beaucoup de personnes. Donc, elle a corrigé mes rapports des dizaines de fois. Il y a des rapports qu'elle a corrigés 10 fois. Et elle me dit, Jean-Philippe, cette phrase, il faut la changer comme ça. Et quand je lui rends le rapport, la phrase est toujours la même et ça l'énerve. Et finalement, elle m'a convoqué. Et puis elle m'a dit de façon tout à fait honnête,
avec beaucoup d'amour. Elle m'a dit, écoute, tu sais, Jean-Philippe, on ne va pas baisser le niveau d'exigence des rapports de l'équipe à cause de toi. Elle était très claire. Elle m'a dit, bah, écoute, soit tu te mets à la hauteur de tout le monde, soit tu changes d'équipe. Et j'ai beaucoup aimé son approche. Parce qu'elle ne s'est pas seulement contentée de me faire une critique, mais elle s'est aussi engagée à m'aider à apprendre à rédiger. Et aujourd'hui, je passe toute ma journée à écrire des rapports. J'écris des rapports tout le temps. Et je pense être un bon. Je pense que je les écris bien. Donc, ça veut dire que le manager, voilà, il étire aussi ses collaborateurs, il étire aussi les gens avec lesquels il travaille. Donc, il le fait dans la bienveillance, il le fait dans l'empathie. Ça veut dire qu'il est capable de comprendre aussi que son collaborateur, son collègue passe par un moment difficile ou est moins bon en ce moment, moins performant, lui laisse le temps. Mais en même temps, voilà, il y a des objectifs à atteindre. On a parlé du manager qui a aussi des pressions, mais qui doit prendre sur lui et faire tampon pour ne pas voilà, déverser toutes ses émotions sur les autres. Et ce dont on avait parlé tout à l'heure, c'était aussi, je crois, le fait d'être dans l'affect. On a des fois des managers qui sont dans l'affect. Alors, je me sens hyper concernée quand je dis ça, donc je vais avoir besoin de tes conseils. Je suis très, très empathique, par exemple. Et je suis sûre que c'est le cas de beaucoup de personnes qui nous suivent. Vous êtes très empathique, vous managez une équipe, vous managez un service dans votre église. Et voilà, des fois, vous avez du mal à dire les choses aux gens parce que vous ne voulez pas les blesser. Comment on fait pour se dégager de cet affect sans perdre sa personnalité? Parce que si j'ai de l'empathie, c'est que c'est Dieu qui me l'a donné quand même. J'ai envie de garder ma qualité. Je suis bien d'accord avec toi. Après, il faut avoir de l'empathie, mais il ne faut pas avoir de la surempathie. Je vais encore donner un exemple personnel. En 2014, j'étais en Pologne, en mission à Varsovie. Je suis arrivé un dimanche pour commencer ma mission le lundi. Et mardi, je suis au téléphone à la pause du midi et on m'annonce que mon père est décédé. Donc là, je suis le choc. Voilà, c'était quand même un événement important pour moi. J'ai mon père qui est décédé. Je viens d'arriver en Pologne, d'un pays étranger, etc. Et je remonte dans mon bureau. Et je vais voir ma manager. Et je lui dis, écoute, je rentre à Paris tout de suite, je prends le premier avion. Et elle me dit, mais tu viens d'arriver, qu'est-ce qui se passe? Et là, je lui annonce, en fait, mon père vient de décéder. Et elle avait tellement un côté maman, elle avait un côté tellement maman, tellement naturel, même dans sa façon de parler, on ressentait l'amour d'une mère, qu'elle a failli me prendre dans ses bras pour me consoler. Et moi, je lui ai dit, non, c'est bon. Ça va. On est en distance, il n'y avait pas de Covid. J'ai juste besoin de prendre l'avion, c'est tout. Mais elle était tellement touchée, elle vivait ma peine plus que moi-même. Donc en fait, je me suis dit finalement, ben non, il faut savoir considérer les gens avec leurs difficultés parce qu'on peut avoir des moments difficiles dans la vie, mais il faut aussi savoir donner aux gens assez d'espace pour d'abord gérer leurs problèmes eux-mêmes. Parce que sinon, quand on ne sera pas là, comment ils feront? C'est tellement intéressant ce que tu dis, on pourrait continuer à parler des heures. On va encore avoir 2 sessions avec Jean-Philippe, donc suivez vraiment tout ce qui se passe sur la chaîne YouTube de Paris Centre Chrétien. On va encore avoir 2 sessions pour parler du management. Si on doit retenir quelque chose de cette première session où on a posé un peu les fondements du management, les généralités, qu'est-ce que tu as envie de dire? 3 points essentiels, savoir fixer des objectifs, retenez le mot smart, intelligent, c'est important. Le deuxième point, c'est considérer les individus et ça, c'est vraiment important. C'est essentiel. Et le troisième, c'est apprendre à travailler en équipe. Apprendre parce que ce n'est pas forcément une qualité donnée à tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on peut acquérir. Ok, merci beaucoup Jean-Philippe. Merci à toi. Merci Elodie. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'était Masterclass. Je vous dis à très bientôt.